Bonjour. De cette séance, on va faire la correction de la série des exercices de type école, amplificateur opérationnel. On va commencer par l'exercice numéro 1. Les deux signaux que vous voyez sont obtenus à la sortie d'un amplificateur opérationnel. La première question, c'est proposer des montages qui peuvent donner ces résultats. D'après la structure des deux signaux, on voit, comme on a vu dans le cours, qu'il y a les deux signaux présentent phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel. Mais on voit pour le deuxième signal qui est à droite qu'il y a écritage non symétrique. C'est la seule différence qui existe entre les deux signaux. On peut obtenir ces résultats par différents montages. On va commencer par le premier montage, c'est le montage suiveur avec un signal triangulaire en entrée. Ce montage va donner un signal triangulaire à la sortie, mais puisqu'il y a un phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel, on obtient ces résultats. Le deuxième montage, c'est un montage suiveur avec un signal carré en entrée. Théoriquement, ce montage va donner un signal carré à la sortie, mais s'il y a le phénomène de triangularisation du carré, on obtient ces résultats comme on a vu dans le cours. La réponse d'un amplificateur opérationnel n'est pas immédiate. Ça veut dire que sa réponse, il y a un retard dans sa réponse. Donc si on applique à un suiveur un signal carré en entrée, le changement brutal de la valeur de la tension ne sera pas immédiat et cela entraîne un phénomène de triangularisation. On parle de la vitesse de balayage de l'amplificateur opérationnel. Le troisième montage, c'est un montage intégrateur avec un signal carré à l'entrée. Ce montage va donner un signal triangulaire à la sortie, mais avec le phénomène de saturation, on obtient ces résultats. Le quatrième montage, c'est un montage amplificateur inverseur ou amplificateur non inverseur avec un signal carré en entrée. Le dernier montage, c'est un montage amplificateur inverseur ou un amplificateur non inverseur avec un signal triangulaire en entrée. Tous ces montages vont donner ce genre de résultats. Pour la deuxième question, pour chaque montage proposé dans la première question, quels sont les défauts de l'amplificateur opérationnel mis en évidence? On va commencer par le premier montage, c'est un montage suiveur avec un signal triangulaire à l'entrée. Dans ce montage, le défaut mis en évidence, c'est le phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel. Pour le deuxième montage, c'est le montage suiveur avec un signal carré à l'entrée. Dans ce montage, on a un retard à la transition d'une valeur à l'autre lié
à la vitesse de balayage de l'amplificateur opérationnel. Et aussi, il y a un autre défaut, c'est le phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel. Pour le troisième montage, c'est le même, si on met en évidence aussi, comme c'est dans le premier montage, c'est le phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel. Pour le quatrième montage, on met en évidence le phénomène de triangularisation du carré lié à la vitesse de balayage et aussi la même chose, c'est le phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel. Pour le dernier montage, on met en évidence le phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel. Pour l'exercice numéro 2, on considère le montage que vous voyez à droite. De ce montage, on considère que l'amplificateur opérationnel est idéal. Un amplificateur opérationnel idéal, ça veut dire que le courant de polarisation sont nuls. Ça veut dire I plus est égal I moins est égal à 0. Et la résistance de sortie est nulle. Et le coefficient différentiel est infini. La première question. Calculer la fonction de transfert de ce montage. Comme remarque, lorsqu'il s'agit de calculer la fonction de transfert d'un montage, amplificateur opérationnel, il faut considérer que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Car s'il ne fonctionne pas en régime linéaire, la fonction de transfert n'a pas de sens. Donc, puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, donc on a I plus est égal à I moins est égal à 0. Et AD est infini. Pour le calcul de la fonction de transfert, on suppose que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Ça veut dire lorsque l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire, ça veut dire que il y a une relation linéaire entre la sortie et la tension d'entrée de l'amplificateur opérationnel qui est égale à V plus moins V moins. Puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, il fonctionne au régime linéaire, donc on a I plus est égal à I moins est égal à 0 et AD tend vers l'infini. Et la tension d'entrée E est égale à V plus moins V moins est égal à 0. Donc on obtient que V plus est égal à V moins. Mais puisque l'entrée inverseuse est liée à la sortie par un fil, donc on peut écrire que V moins est égal à S. Donc on a déduit que V plus aussi est égal à S. Mais puisqu'on a I plus est égal à 0, donc on peut utiliser un point diviseur de tension entre la masse et le point A. Donc on peut écrire que S qui est égal à V plus est égal, c'est l'impédance ZC, c'est en notation complexe, l'impédance ZC sur R plus ZC fois la tension complexe VA. En remplaçant ZC par son expression complexe, on obtient que S, la tension à la sortie S, est égale à 1 sur 1 plus G RC oméga fois VA. En appliquant le théorème de Millman en A, on peut écrire que VA est égal à E sur R' plus S sur l'impédance de la capacité
C' plus V plus sur R, avec V plus est égal à S, divisé par 1 sur E' plus 1 sur Z C' plus 1 sur R. On obtient donc l'expression de VA sur la forme que vous voyez, en remplaçant cette expression dans l'expression précédente de S, on obtient l'expression de S qui est égale à 1 sur 1 plus GRC oméga fois l'expression de VA. Donc la fonction de transfert de montage H qui est égale S sur E est égale c'est 1 sur 1 plus G R plus R' C oméga moins RR' C C' oméga carré. C'est l'expression de la fonction de transfert demandée dans la question. Pour la deuxième question, c'est quelles conditions que doivent vérifier les deux capacités C et C' pour que le module de la fonction de transfert s'écrit sous la forme 1 sur racine 1 plus oméga sur oméga C et carré. À partir de la fonction de transfert, on calcule son module qui est écrit sous la forme que vous voyez. On développe cette expression, on obtient que le module de la fonction de transfert s'écrit sous la forme 1 sur racine 1 plus R plus R' carré C carré moins 2 R' C C' oméga carré plus R carré R' carré C carré C' carré oméga à la puissance 4. Pour obtenir la formule demandée, il faut que le terme en oméga carré s'annule. Ça veut dire que R plus R' carré C carré moins 2R R' C C' carré est égal à 0. Ça veut dire que R plus R' carré C carré est égal à 2 R' C C'. Et en posant oméga 0 est égal à 1 sur racine R' C C', on obtient l'expression demandée. La troisième question, étudier les variations du gain. On évalue le tracé réel et asymptotique du gain en décibels en fonction de log oméga. On a l'amplitude de la fonction de transfert H est égal à 1 sur, qui est égal à le gain, qui est égal à 1 sur racine 1 plus oméga sur oméga 0 à la puissance 4. En posant une fonction f oméga qui est égal à 1 plus oméga sur oméga 0 à la puissance 4, on constate que cette fonction est croissante en fonction de oméga, donc le gain est décroissant en fonction de oméga. Pour le calcul du gain en décibels, on a gain en décibels est égal à 20 log amplitude 20 log du gain, qui est égal à moins 10 log 1 plus oméga sur oméga 0 à la puissance 4. Pour l'étude asymptotique, on a lorsqu'oméga tend vers 0, le gain en décibels tend vers 0, c'est le premier asymptote.
Le deuxième symptôme pour oméga tend vers l'infini, on a le 1 est négligeable devant oméga sur oméga 0 à la puissance 4. Donc, l'équation du deuxième symptôme, c'est moins 40 log oméga sur oméga 0. Donc, le tracé de gain en décibels en fonction de log oméga ou en fonction de log oméga sur oméga 0 est le suivant. Lorsqu'oméga tend vers 0, on a log oméga tend vers moins l'infini et le gain en décibels tend vers 0. Lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, log oméga tend vers plus l'infini et le gain en décibels tend vers moins 40 décibels. Pour la quatrième question, c'est déterminer et calculer la bande passante du filtre. Comme toujours, on a la bande passante est définie par les valeurs d'oméga telles que le gain est supérieur à gain max sur racine 2. La résolution de cette équation donne que oméga est inférieur à oméga 0. Puisqu'oméga c'est une valeur positive, prend seulement les valeurs positives, donc c'est la bande passante est 0, oméga 0. Pour la cinquième question, étudier et tracer le déphasage en fonction de log oméga. On a l'expression de la fonction de transfert est égale à 1 sur 1 moins RR' CC' oméga carré plus GR plus R' C oméga. Donc la phase est égale à l'argument de la fonction de transfert qui est égal à moins argument de 1 moins RR' CC' oméga carré plus G R plus R' C oméga. Donc, le tangente phi, c'est le rapport entre la partie imaginaire et la partie réelle de nombres complexes. Donc, le tangente phi est égal à moins R plus R' C oméga sur 1 moins RR' CC' oméga carré. Et comme toujours, le calcul de la tangente phi ne suffit pas pour déterminer la phase. Il faut soit calculer la cosinus, soit sinus de phi. Dans notre cas, on va calculer le cosinus de phi. D'après l'expression de cosinus, on a deux cas. Si oméga est inférieur à oméga 0, on a cosinus phi positif. Lorsque oméga est supérieur à oméga 0, on a cosinus phi est négatif. Donc on déduit l'expression de phi. Donc lorsque oméga est inférieur à oméga 0, on a le phi est égal à moins arc tangente R plus R' C oméga divisé par 1 moins RR' CC' oméga carré. Si oméga est supérieur à oméga 0, il faut ajouter un pi, donc phi est égal à P moins arc tangente R plus R' C oméga divisé sur 1 moins RR' CC' oméga carré. Pour déterminer la variation de phi en fonction d'oméga, on va calculer la dérivée de phi par rapport à oméga. On trouve que
cette fonction est décroissante. À partir de l'expression de tangente déterminée précédemment, on a, lorsque oméga tend vers 0, on a la tangente du phi est négative et le cosinus du phi est positif. Et d'après l'expression, on remarque que la tangente du phi tend vers 0. Donc le phi tend vers 0. Lorsqu'oméga tend vers oméga 0, mais inférieur à oméga 0, on a toujours le tangent, la tangente c'est négatif, le cosinus c'est positif. Et la tangente, on remarque qu'elle tend vers moins l'infini. Donc le phi tend vers moins pi sur 2. Lorsqu'oméga tend vers oméga 0, mais supérieur à oméga 0, on a dans ce cas la tangente est positive et le cosinus est négatif. Et d'après l'expression de la tangente, on remarque que la tangente tend vers plus l'infini. Donc, puisque le cosinus est négatif, donc on ajoute un pi. Donc c'est le phi est égal, c'est 3 pi sur 2. La même chose lorsqu'oméga tend vers plus l'infini. On a la tangente est positive et le cosinus est négatif. D'après l'expression de la tangente vers 0, donc phi tend vers pi. On obtient ainsi le diagramme de phase qui est représenté dans la figure. Cette figure représente phi en fonction de log oméga sur oméga 0. Pour l'exercice 3, on considère le montage suivant avec les amplificateurs opérationnels supposés idiots et fonctions en régime linéaire. Ça veut dire que I plus est égal à I moins est égal à 0, A tend vers l'infini et la tension d'entrée E est égale à V plus moins V moins est égal à 0. Pour la première question, rappelez l'hypothèse de l'amplificateur opérationnel idéal. Un amplificateur opérationnel idéal si les courants de polarisation sont nuls. Ça veut dire que l'impédance d'entrée est infinie. Et aussi, pour la résistance de sortie est nulle. Et le gain différentiel statique est infini. Donc I plus est égal à I moins est égal à 0 et AD tend vers l'infini. Et la résistance de sortie est nulle. Pour la deuxième question, c'est définir le régime linéaire de l'amplificateur opérationnel. Un amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire si on a une relation linéaire entre la sortie et l'entrée, qui s'écrit sous la forme S est égal à E0 fois E, avec E, c'est la différence de potentiel entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse. E est égal à V plus moins V moins.
Pour la troisième question, établir l'expression de courant de sortie en court-circuit. Pour répondre à cette question, on considère le schéma représenté en haut et en appliquant le théorème de Mellmann en A. Puisque l'amplificateur opérationnel 2 est idéal et fonctionne en régime linéaire, donc on a E qui est égal à V plus moins V moins est égal à 0. Donc on a V moins est égal à V plus est égal à 0, puisque V plus est lié à la masse. Donc, on a aussi l'amplificateur opérationnel 2 est idéal, donc on a I moins est égal à 0. Donc on aura ainsi V moins est égal à V plus est égal à 0 est égal à EU sur R plus E' sur R divisé par 1 sur R plus 1 sur R. Donc on aura ainsi U plus U' sur 2 est égal à 0. Avec E', c'est la tension à la sortie de deuxième amplificateur. Donc on obtient que E' est égal à moins U. De même, on applique le théorème de Mellmann en B. On a VB est égal à C, la tension en B est égal à C, c'est V moins. Et puisque le premier amplificateur est aussi c'est idéal et fonctionne en régime linéaire, donc on a VB est égal à C, V moins est égal à V plus, qui est égal à E, puisque V plus est égal à E. On a aussi l'amplificateur opérationnel 1 est idéal, donc I moins est égal à 0, donc on aura le théorème de Mellmann, V plus est égal à E est égal à S sur R3 plus U sur R1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R3. Donc on aura E est égal à R3 fois I plus R1 fois S sur R1 plus R3. Et en utilisant la loi d'Ine, on a IS est égal à IR2 plus IR3 avec IR2 est égal à U' moins S sur R2, c'est la loi d'Ohm, on utilise la loi d'Ohm. Et la même chose, IR3 est égal à V moins S sur R3 est égal à E moins S sur R3. Donc on obtient pour IR2 est égal à moins U moins S sur R2. IR3 est égal à E moins S sur R3. Et puisqu'on a, d'après l'expression précédente, obtenu en appliquant le théorème de Mellmann en B, d'après cette expression, on peut calculer le U qui est égal à R1 plus R3 fois U moins R1 S sur R3. Donc on remplace cette expression dans l'expression de IR2. Donc on obtient l'expression de IS qui est égal à moins R1 plus R3 fois E plus R1S sur R2 R3 moins S sur R2 plus E moins S sur R3. Si on fait un court-circuit à la sortie, on aura S
est égal à 0. Dans ce cas, on obtient l'expression de courant en sortie à la court-circuit égale c'est moins R1 plus E3E sur R2 E3 plus E sur R3 qui est égal c'est R2 moins R1 moins R3 sur R2 R3 fois E. La quatrième question, c'est déterminer l'expression de S en circuit ouvert. On a en circuit ouvert le courant de sortie IS est égal à 0. Et d'après l'équation précédente, en remplaçant IS par 0, on obtient l'expression de la tension en sortie de tension S en circuit ouvert qui est égal S0 est égal à R1 plus R3 moins R2 divisé par R1 moins R3 moins R2 fois E. Pour la cinquième question, on déduit que le montage vu de la sortie est équivalent à un générateur de Norton. Puisqu'on a déjà calculé le courant de sortie en court-circuit qui est égal à ISCC et la tension de sortie S en circuit ouvert c'est S0, donc on peut dire que le montage vu de sortie est équivalent à un générateur de Norton qui débite un courant ISCC et de résistance interne Rn qui est égal à S0 sur ISCC qui est égal à R2 fois R3 sur R2 plus R3 moins R1. Donc le schéma équivalent est représenté dans la figure. Pour la question 6, on considère le dipôle suivant constitué de la résistance R5 et la capacité C qui sont en série. Ces deux composants sont en série avec une autre résistance R4 qui est R4. On a R4 est égal à 1 kΩ, R5 c'est 10 kΩ et la capacité c'est 0,1 microfarad. La tension aux bornes de ce dipôle c'est la tension V. La question c'est établir l'expression de l'impédance complexe de dipôle équivalent et d'impédance est égal Z. Le circuit équivalent à ce dipôle est constitué d'une impédance Z. Pour calculer Z, on a l'impédance Z est égale à R4 plus l'impédance équivalente de R5 et C, qui sont l'impédance équivalente de l'association de R5 et C qui sont en parallèle. Puisque R5 et C sont en parallèle, donc on a 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur R5 plus 1 sur Z C, qui est égal à 1 sur R5 plus GC oméga. Donc Z équivalent est égal à R5 sur 1 plus GR5 C oméga. Donc on déduit l'expression de l'impédance équivalente du circuit demandé, c'est Z est égal à R4 plus R5 sur 1 plus GR5 C oméga.
La cinquième question, c'est calculer la norme de Z et donner sa valeur lorsque la tension V est sinusoïdale de pulsation oméga qui est égale 1000 radians par seconde et la valeur efficace de V c'est 100 volts. Donc on écrit Z sous la forme c'est R4 plus R5 plus G R4 R5 C oméga sur 1 plus G R5 C oméga. Donc le module de Z c'est le module de numérateur divisé par le module du numérateur qui est égal, on trouve ainsi l'expression finale de Z. En faisant une application numérique, on trouve que Z est égal à 7,8 kΩ. Pour la question numéro 8, établir l'expression de la tangente de déphasage phi introduite par cette impédance. On sait, puisqu'à partir de l'expression de Z c'est un nombre complexe, donc pour déterminer l'expression de déphasage introduite par cette impédance, il faut écrire Z sous la forme d'un nombre complexe A plus IB. Et la tangente de déphasage introduite par cette impédance est égale, c'est le rapport entre la partie imaginaire et la partie réelle. Donc tangente phi est égale, c'est B sur A. Donc à partir de l'expression de Z, on l'écrit sous la forme d'un nombre complexe, A plus IB. Donc la tangente phi est égale, c'est la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Donc on trouve ainsi, c'est l'expression de la tangente phi. Pour la question 9, c'est déterminer l'expression de phi, de déphasage phi. On a déjà l'expression de la tangente, mais le calcul de la tangente ne suffit pas seulement pour déterminer l'expression de phi. Il faut calculer soit cosinus phi, soit sinus phi. Puisqu'ici on a ici la partie réelle est positive, donc on va calculer le cosinus phi. Le cosinus phi est égal à la partie réelle de Z divisé par le module de Z. Puisque la partie réelle est positive, donc le cosinus est positif. Donc on a ainsi, d'après l'expression de la tangente, on a la tangente est négative et le cosinus est positif. Donc phi appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc l'expression de phi, est égal, c'est moins arc tangente R5 carré C oméga sur divisé par R4 plus R5 plus R4 R5 carré C carré oméga carré. Une application numérique permet de trouver phi qui est égal, c'est moins 39,8 degrés qui est égal, c'est moins 0,695 radians. La question numéro 10, c'est calculer la puissance consommée par cette impédance, cette impédance. On sait que
L'expression de la puissance s'écrit sous la forme U efficace fois I efficace fois cosinus phi. Avec I efficace sont respectivement la tension efficace et le courant efficace. Puisque on a I efficace est égal à 100 volts, se trouve dans les données. Et pour calculer le I efficace est égal à I efficace sur le modèle de Z, qui est égal à 12,8 mA. Donc on fait une application numérique, puisqu'on a déjà calculé le phi. Donc une application numérique permet de trouver que P est égal à 1,28 watts. Pour la question 11, la puissance consommée dans la résistance R4. On a la puissance consommée de la résistance R4 est égale à la tension entre les bornes de R4 fois I efficace. Avec I efficace est égal à 12,8 mA. En utilisant la loi d'Ohm, on a eu la tension en borne de R4 est égale à R4 fois I efficace. Donc, on en déduit que P4, c'est la puissance consommée dans R4, est égale à R4 fois I efficace au carré, qui est égal à 0,164 watts. Pour la puissance consommée de la capacité, en utilisant l'expression de la puissance qui est égale à U efficace fois I efficace fois cosinus phi, avec U c'est la tension aux bornes de la capacité, et I c'est le courant qui passe dans la capacité. Et puisqu'on a vu dans le cours que une capacité introduit une différence de phase qui est égale à P sur 2, donc la puissance efficace, la puissance consommée dans la capacité est nulle. Je passe maintenant à l'exercice numéro 4. La première question, c'est rappeler la caractéristique statique d'un amplificateur opérationnel. La caractéristique statique d'un amplificateur opérationnel est donnée dans le schéma suivant, qui représente la tension de sortie S en fonction de la tension différentielle de l'amplificateur opérationnel, qui est égale, c'est la différence de potentiel entre la borne non inverseuse et la borne inverseuse. Donc E est égal, c'est V plus moins V moins. Dans cette caractéristique, on distingue trois zones, la zone 1 et la zone 3. On constate que la tension à la sortie ne dépend pas de la tension d'entrée, elle est égale soit moins V7 ou plus V7. Avec V7, c'est la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. Et la zone 2, c'est la zone de fonctionnement linéaire de l'amplificateur opérationnel. La deuxième question, donnez les hypothèses
que doit vérifier un amplificateur opérationnel pour être idéal. Pour qu'un amplificateur opérationnel soit idéal, il faut que les courants de polarisation sont nuls. Ça veut dire que l'impédance d'entrée est infinie. Donc on écrit I plus est égal I moins est égal à 0. Et la résistance de sortie est nulle. Et pour le gain différentiel statique, il est infini. AD tend vers l'infini. La troisième question, qu'appelle-t-on un régime linéaire de l'amplificateur opérationnel? Pour qu'un amplificateur opérationnel fonctionne au régime linéaire, il faut que la relation entre S et la tension différentielle d'entrée est linéaire. Donc on écrit S est égal à U0 fois E. Avec E est égal à V plus moins V moins. C'est la différence de potentiel entre les deux bornes d'entrée de l'amplificateur opérationnel. Pour la quatrième question, pour un amplificateur opérationnel qui fonctionne au régime linéaire, on a S est égal à mu0 fois E. Et puisque pour un amplificateur opérationnel idéal, on a mu0 va tendre vers l'infini, donc puisque S ne peut pas prendre une valeur infinie, donc on obtient que E tende vers 0. Donc pour un amplificateur opérationnel idéal qui fonctionne au régime linéaire, on a E est égal à 0. Ça veut dire que V plus est égal à V moins. Donc, pour un amplificateur opérationnel qui fonctionne idéal et qui fonctionne au régime linéaire, on a les trois relations qu'on a déjà vues dans le cours. C'est I plus égale I moins est égal à 0. AD tend vers l'infini. Et E, la tension différentielle d'entrée est égale à 0. Ça veut dire que V plus est égal à V moins. Pour la cinquième question, on considère le montage suivant. Avec P et Q sont deux résistances. On applique une tension E à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Et la tension de sortie, c'est S. La question, c'est établir la fonction de transfert de son montage en supposant que l'amplificateur opérationnel est idéal et fonctionne au régime linéaire. Par définition, la fonction de transfert H qui est égale, c'est le rapport entre la tension d'entrée et entre la tension de sortie du montage et la tension de sortie. Donc H est égal, c'est S, le rapport entre S et E. Puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, il fonctionne au régime linéaire, donc on a I plus est égal à I moins est égal à 0. Et la différence entre les deux tensions d'entrée, E qui est égal à V plus moins V moins est égal à 0. Donc on peut écrire que V plus est égal à V moins qui est égal à E, car on applique
une tension E sur l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Et puisqu'on a I- est égal à 0. Donc, en utilisant un pont diviseur de tension, donc on peut écrire que V- qui est égal à E est égal à P sur P plus Q fois S. Donc on déduit facilement que la fonction de transfert H est égale à S sur E est égal à P plus Q sur P. Donc finalement, on a H est égal à 1 plus Q sur P. Pour la sixième question, c'est déterminer le courant d'entrée IE. Puisqu'on a l'amplificateur opérationnel idéal, donc le courant d'entrée IE qui est égal à I+, est égal à 0. Je passe à la septième question. Établir que le montage est équivalent au schéma suivant. Puisqu'on a l'amplificateur opérationnel idéal, donc on peut remplacer le schéma précédent par un montage équivalent à condition que la résistance d'entrée est infinie. Donc on a RE et tend vers l'infini et la résistance de sortie RS est égale à 0. Donc, et le coefficient G est égal c'est 1 plus Q sur P. Pour la question numéro 8, on insère l'amplificateur opérationnel précédent dans le circuit suivant. On a l'amplificateur opérationnel, les deux amplificateurs opérationnels sont idéales et fonctionnent en régime linéaire. Dans ce circuit, on veut que le gain G est égal à 1 et le gain G' est égal à 2, est proche de 2. La question c'est proposer les valeurs de P et Q et P' et Q' pour que le gain G est égal à 1 et le gain G' est égal à 2. D'après la question précédente, on a G est égal à 1 plus Q sur P et G' est égal à 1 plus Q' sur P'. Donc pour avoir G est égal à 1, il faut que P très supérieur à Q. Donc on obtient G est égal à 1. Par exemple, on peut prendre par exemple P est égal à 100 kΩ et Q est égal à 1 kΩ. Pratiquement, on prend cet ordre de grandeur pour P et Q pour que la résistance interne de JBF qui est de l'ordre de 50 ohms et que l'impédance d'entrée de l'oscilloscope qui est de l'ordre de 1 mégaohm ne modifie pas le comportement du montage. D'autre part, on a J' est égal à 1 plus Q' sur P'. Il est proche de 2 lorsque P est égal à Q'. Par exemple, on peut prendre P' est égal à Q' est égal à 10 kΩ avec le même raisonnement que le précédent. Pour que on prend ces valeurs, cet ordre de grandeur pour que l'impédance interne, la résistance interne de JPF et l'impédance interne de l'oscilloscope ne modifient pas
le comportement de montage. Pour la 9e question, c'est déterminer la fonction de transfert du montage. On considère que les deux amplificateurs opérationnels fonctionnent en régime linéaire et ils sont idéaux. On va appliquer le théorème de Millman en A, puisque l'amplificateur opérationnel 1 est idéal. Donc on a I plus est égal à 0. Donc l'application du théorème de Millman en A, donc VA est égal à V plus est égal aussi V moins, car l'amplificateur opérationnel est fonction en régime linéaire et idéal. Donc on peut écrire que VA est égal à VA est égal à E sur R plus S sur ZC, avec ZC c'est l'impédance complexe de la capacité, plus I plus qui est égal à 0, car l'amplificateur opérationnel est idéal, divisé sur 1 sur R plus 1 sur ZC. Donc on obtient que VA est égal à E sur R plus G sur oméga S plus divisé par 1 sur R plus GC oméga. La même chose, puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, on a I moins est égal à 0. Donc VB qui est égal à V moins. Donc en appliquant le point diviseur de tension au point B, on a VB est égal pour l'amplificateur opérationnel 1, VB est égal à V moins, est égal à P sur P plus Q fois U. Donc qui est égal à U divisé par G. De même, on a l'amplificateur opérationnel 2 est idéal. Donc on a I plus est égal à 0. Donc en appliquant le théorème de Millman en D, on écrit que VD, le potentiel en D, le potentiel complexe en D est égal à V plus, qui est égal à U sur R, plus 0 sur ZC, divisé par 1 sur R, plus 1 sur ZC. Donc on obtient que VD est égal à I, divisé par 1 plus GRC oméga. Et puisqu'on a I moins pour le deuxième amplificateur opérationnel est égal à 0, donc on utilise la relation du point diviseur de tension, on écrit que VE est égal à P' sur P' plus Q' qui est fois S, qui est égal à S par J'. Les deux amplificateurs opérationnels sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire. Donc, on a la tension de différentiel, leur tension de différentiel d'entrée sont nulles. Donc, on déduit que V plus est égal à V moins pour les deux amplificateurs opérationnels. En remplaçant les deux égalités précédentes par leur expression, on obtient à la fin
une relation entre S, la tension de sortie, et la tension d'entrée, E. Donc on obtient à la fin, c'est la fonction de transfert de montage qui est égale à S sur E, qui est égale c'est GJ' divisé par 1 plus GRC oméga 2 moins GJ' moins RC oméga au carré. C'est la fonction de transfert demandée. La question numéro 10, c'est on déduire la valeur du gain en tension en fonction de x qui est égal à oméga sur oméga 0, avec oméga 0 est égal à 1 sur RC. Le gain c'est le module de la fonction de transfert. Donc à partir de l'expression de la fonction de transfert, on déduit l'expression du gain et en remplaçant, on pose x est égal à oméga sur oméga 0, on trouve l'expression du gain qui est égale GJ' sur racine de 1 moins x carré tout carré plus x carré fois 2 moins J' au carré. La question numéro 11, étudier les variations du gain en tension en fonction de la fréquence. On pose la fonction f de x qui est égale à 1 moins x carré tout carré plus x carré fois 2 moins J' au carré. Donc la fonction, l'expression du gain est égale, c'est J' divisé par racine de f de x. Donc pour étudier les variations du gain, il suffit seulement d'étudier les variations de f. Si f est croissante, le gain est décroissant. Si f est décroissante, le gain est croissant. Lorsque f présente un maximum, un minimum, le gain présente un maximum. Donc pour étudier les variations de f, on va calculer la dérivée de f' qui est égale f' est égal, c'est moins 4x, 1 moins x carré, plus 2 fois 2 moins J' au carré fois x. On factorise par 2x, on trouve que f' de x est égal à 2x fois 2x carré plus 2 moins J' au carré moins 2. D'après cette expression de la dérivée de f, on distingue deux cas. Le premier cas, si J' n'appartient pas à l'intervalle 2 moins racine 2, 2 plus racine 2. Dans ce cas, quel que soit oméga, on a f' de x, ou quel que soit x, on a f' de x est positif. Donc, dans ce cas, la fonction f est croissante en fonction de oméga. Ça veut dire que le gain est une fonction décroissante de oméga. Donc, dans ce cas, le gain présente une valeur maximum lorsqu'oméga est égal à 0. Lorsqu'oméga est égal à 0, on a x est égal à 0. Et d'après l'expression du gain, on a ce maximum de gain est égal à J'. Le deuxième cas, si J' appartient
à l'intervalle 2 moins racine 2, 2 plus racine 2. Dans ce cas, on a si x supérieur à x0 qui est égal à racine de 2 moins j au carré sur 2. Dans ce cas, f' de x est positif. Ça veut dire que f est une fonction croissante d'oméga. Ça veut dire que le gain est une fonction décroissante de oméga. Si x inférieur à x0, on a f' de x est négatif, ça veut dire f est une fonction décroissante, ça veut dire que le gain est une fonction croissante. D'après ces deux conditions, lorsqu'x inférieur à x0 et x supérieur à x0, on déduit que le gain présente une valeur maximum lorsque x est égal à x0. On a donc le gain max, c'est h max est égal à jj' divisé par racine 1 moins x0 carré au carré plus x0 carré fois 2 moins jj' au carré. La question 12. Donnez l'expression approchée de maximum du gain en tension lorsque G est égal à 1 et G' est proche de 2. On a G est égal à 1 et G' est proche de 2. Donc, Gj' est égal à 2 plus alpha, avec alpha et tend vers 0. On peut dire qu'elle est tend vers 0 moins car on a G' est proche de 2 mais il est inférieur à elle. Donc en posant Gj' est égal à 2 plus alpha, donc l'expression à partir de l'expression de H max en haut de la page, on obtient que H max est égal à 2 plus alpha sur alpha fois racine 1 moins alpha carré sur 4. En faisant un développement limité en alpha, on obtient que H max est égal à Gj' sur 2 moins Gj'. Je passe à la question 13. Calculer dans le cas général la bande passante du montage. Comme toujours, pour déterminer la bande passante, il faut résoudre l'équation h supérieur à h max sur racine 2. En remplaçant h et h max par leur expression, on obtient l'équation que vous voyez dans l'écran. Comme on a vu précédemment, on a deux cas. Le premier cas, c'est Gj' appartient à l'intervalle 2 moins racine 2, 2 plus racine 2. Dans ce cas, comme on a vu précédemment, on a la fonction h présente un maximum, donc elle est croissante lorsque x inférieur à x0 et décroissante lorsque x supérieur à x0. Donc l'équation h est égal à h max sur racine 2 présente deux solutions. La première solution c'est x1 et la deuxième solution c'est x2.
Donc, on a une équation h supérieure à h max sur racine 2 lorsqu'x est compris entre x1 et x2. Donc la bande passante de ce montage, c'est l'intervalle x1, oméga 0 x1, oméga 0 x2, car on a x est égal sur oméga 0. La largeur de cette bande passante, c'est delta oméga qui est égal à oméga 0 fois x2 moins x1. Si Gg' n'appartient pas à l'intervalle 2 moins racine 2, 2 plus racine 2, nous n'avons dans ce cas que la fonction h est une fonction décroissante en fonction de oméga. Et la résolution, dans ce cas, la résolution de l'équation h qui est égale à h max sur racine 2, donne seulement une seule solution, c'est la solution x2. Puisque h est une fonction décroissante, de ce cas la bande passante, c'est l'intervalle 0, oméga 0 fois x2. Et la largeur de la bande passante, c'est delta oméga est égal à oméga 0 fois x2 moins 0, qui est égal à oméga 0 fois x2. La question 14, c'est déterminer l'expression de la quotité de montage en fonction de Gg'. On a puisque G1, G est égal à 1 et G' proche de 1, on va faire la même chose comme précédemment. Donc on a Gg' est égal, c'est 2 plus alpha, avec alpha c'est proche de 0. En effectuant un développement limité comme précédemment en alpha, donc on déduit que la quotité de montage est égale c'est 2 moins Gg'. La question numéro 15, c'est donner les allures du gain en tension en fonction de x. Dans l'étude faite précédemment, on a obtenu que il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque Gg' appartient à l'intervalle 2 moins racine 2, 2 plus racine 2. Dans ce cas, le gain présente un maximum. Donc c'est un maximum lorsque x est égal à x0. C'est la graphe représentée en noir. Et lorsque x est égal à 0, on a le gain est égal à Gg'. Et lorsque x tend vers l'infini, on a le gain tend vers 0. Le deuxième cas, lorsque Gg' n'appartient pas à l'intervalle 2 moins racine 2, 2 plus racine 2. Dans ce cas, on a trouvé que le gain, c'est une fonction décroissante de x. Donc, c'est la graphe représentée en rouge. Lorsque x est égal à 0, on a le gain maximal qui est égal à Gg'. Lorsque x tend vers l'infini, on a le gain est égal à 0. La question numéro 6, c'est expliquer comment on peut facilement faire varier
la valeur de l'acuité de montage. On a l'acuité de montage est égale C de moins Gj', et G est égal à 1, et J' est égal à 1 plus Q' sur Pi'. Donc, on peut varier l'acuité de montage en variant J', ça veut dire en variant Q' et Pi'. La dernière question, c'est la question 17. Il s'agit seulement d'une application numérique. D'après les données dans l'exercice, on trouve qu'oméga 0 est égal à 10 radians par seconde, le G est égal à 1, J' est égal à 1,8 et Gj' est égal à 1,8 car Gj' est égal à 1 fois 1,8. Donc Hmax est égal à 9 en utilisant l'approximation. L'approximation, ça veut dire qu'on a Gj' est égal à 1,8, donc il est proche de 2. Donc on peut utiliser l'équation déterminée de Hmax qui est égal à Gj' sur 2 moins Gj'. Sans utiliser cette approximation, ça veut dire utiliser l'expression, la première expression de Hmax qu'on a trouvée dans cette solution, c'est, on trouve que Hmax est égal à 9,05 sans utiliser l'approximation. Et pour x0, à partir de l'expression de x0, on trouve que x0 est égal à 0,99. Pour l'exercice 5, on considère le circuit suivant, composé d'une résistance R et d'un condensateur C, alimentant une charge assimilable à une résistance R'. On note E, la tension d'entrée, et S, la tension de sortie. Dans un premier temps, on considère que la tension d'entrée est une tension continue qui est égale à E, grand E. La première question, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par S. Pour répondre à cette question, on va utiliser les lois de Kirchhoff. Ça veut dire les lois d'Ino et les lois d'Imai. On peut utiliser aussi la notation complexe qui est le plus facile. Donc on obtient une équation différentielle qui s'écrit sous la forme RR'(C) delta S ds sur dt plus R plus R'S qui est égal à R' fois E. Avec petit e est égal à C, avec E est égal à C grand E, car on considère qu'on a une tension continue. La question B. Sachant que peur T inférieur à 0, le circuit a atteint un régime continu et qu'on commence l'alimentation du circuit par une tension continue E, seulement lorsque T est égal à 0. La question c'est, que peut-on dire de la valeur de la tension S lorsque T est égal à 0? On a d'après l'équation différentielle vérifiée par S, qu'on a obtenue de la question A, on a en régime continu, on a delta S
sur delta t est égal à 0. Donc, en utilisant l'expression, donc on replace delta s sur ds sur dt dans l'équation différentielle, on obtient l'expression de s qui est égale à r'(e) sur r plus r'. On peut aussi utiliser une autre méthode. On a en régime continu, le courant ne passe pas de la capacité, donc on a IC est égal à C0. Donc, en utilisant un diviseur de tension, donc on peut écrire facilement que S est égal à R'(e) sur R plus R'. Lorsque t est inférieur à 0, on a l'alimentation n'est pas encore branchée, donc on a S est égal à 0. En appliquant la continuité du courant aux bornes de la capacité, on obtient, on a lorsque S0- est égal à 0, donc en appliquant la continuité de la tension aux bornes de la capacité, on trouve que à t est égal à 0, on a S est égal à 0. La question C, c'est on déduire la résolution de l'équation différentielle en S. La solution de l'équation différentielle vérifiée par S, c'est une somme de la solution homogène et la solution particulière sans seconde membre. Donc, d'après, on a la solution particulière est égale à R' fois E sur R' plus R', et la solution homogène c'est S exponentielle moins R plus R' sur R' C T. Avec S, le grand S, c'est une constante à déterminer à partir des conditions initiales. On a t est égal à 0, on a S0 est égal à 0. Donc, la constante S est égale à R' fois E divisé par R plus R' fois la constante S, grand S est égale à moins R'(e) sur R plus R'. Donc l'expression de la tension S est égale à R' fois E sur R plus R' fois 1 moins exponentielle moins R plus R' sur R' fois C fois T. La question D, c'est la représentation de la fonction S en fonction de T. D'après l'expression de la fonction S, on a lorsque t est égal à 0, S est égal à 0, et lorsque t tend vers l'infini, on a la fonction S tend une valeur maximale qui est R' fois E sur R plus R', car on a l'exponentielle va tendre, lorsque t tend vers l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0. Donc on a ainsi la représentation de S en fonction de t est représentée dans la figure. Pour la question 1e, exprimer la tension U aux bornes de R. En utilisant l'additivité des tensions, on a E est égal à U plus S, donc on a U est égal à E moins S, donc on obtient facilement l'expression de la tension U. Pour la question 1F, déduire la représentation de U en fonction de T.
On a d'après l'expression de u, la fonction u présente un maximum lorsque t est égal à 0, car le terme en exponentiel est égal, dans ce cas est égal ici 1, donc on obtient la fonction u présente un maximum qui est égal à u, est égal à e. Lorsque t tend vers l'infini, on a le terme en exponentiel est égal à 0. Donc, la fonction u présente un minimum lorsque un minimum qui est égal, c'est RE, R' fois E, RE divisé par R plus R'. Donc, on obtient ainsi la représentation de u en fonction de t. Pour la deuxième question, on remplace la tension continue par une tension sinusoïdale ET qui est égale à E cosinus oméga t. On s'intéresse au régime permanent. La première question de A, c'est calculer la fonction de transfert du circuit. Ça veut dire H qui est égal à S sur E. Puisqu'on est en régime sinusoïdal, donc on peut utiliser la notation complexe. Donc, de l'équation différentielle précédente, on va remplacer d sur dt par g oméga. Donc, on obtient facilement l'équation de transfert, la fonction de transfert h qui est égale à s sur e, qui est égal à r' divisé par R plus R' plus G R' C oméga. La question de B, quelle est la nature du filtre obtenu? D'après la fonction de transfert, on peut écrire cette fonction sous la forme sous forme canonique d'un filtre passe-bas de premier ordre. Donc on peut diviser le numérateur et le dénominateur par R plus R'. Donc on obtient que H est égal à R divisé par R plus R' sur 1 plus G R' C oméga divisé par R plus R'. Donc on obtient ainsi une fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre. Donc il s'agit d'un filtre passe-bas de premier ordre. On peut s'y répondre de la façon suivante. On a d'après l'expression de H, le dénominateur, on a oméga à la puissance 1, donc c'est un filtre de premier ordre. Et lorsqu'oméga tend vers 0, on a la fonction h est égale à R' sur R plus R'. Et lorsqu'oméga tend vers l'infini, on a h tend vers 0. Donc c'est un filtre passe-bas. Il laisse passer les basses fréquences, donc c'est un filtre passe-bas. La question de C. Écrire la fonction de transfert sous forme canonique et donner l'expression du gain H0 à fréquence nulle et la fréquence de coupure F0. D'après l'expression de la fonction de transfert obtenue dans la question de A, donc si on divise le numérateur et le dénominateur sur R plus R', donc on obtient la fonction de transfert qui s'écrit sous la forme
R' sur R plus R' divisé par 1 plus G R' c'est oméga sur R plus R'. Donc, on écrit ainsi la fonction H sous la forme c'est H0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Avec H0 est égal c'est R' sur R plus R' et oméga 0 c'est la pulsation de coupure qui est égale R plus R' sur R' fois C. Donc, la fréquence de coupure demandée c'est R plus R' sur 2P R' fois C, car on a F0 est égal oméga 0 sur 2P. La question de D. Tracer en le justifiant le diagramme de Watt en gain, on donnera le tracé réel et asymptotique. On a le gain en décibels est égal à 20 log module de H, donc est égal 20 log H0 moins 20 log racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc, lorsqu'oméga tend vers 0, on a le gain décibel est égal à 20 log H0 qui est égal 20 log R' sur R plus R'. Lorsqu'oméga tend vers l'infini, on a 1 est négligeable devant oméga sur oméga 0. Donc, on obtient c'est le gain en décibels est égal à 20 log H0 moins 20 log oméga sur oméga 0. Et comme on a vu dans le cours, pour un filtre passe pas de premier ordre, on a le gain et décroissant en fonction de oméga. Donc l'équation de gain en décibels, de gain réel et à les asymptotes est représentée dans la figure que vous voyez sur l'écran. La question numéro 2E, tracer le diagramme de Watt en phase. On a la phase est égale à argument de H qui est égal à argument de H0 moins l'argument de 1 moins G oméga sur oméga 0. On a H0 est positif, donc son argument est nul. Donc la phase est égale à moins argument 1 plus G oméga sur oméga 0. On a tangente phi est égale à moins oméga sur oméga 0, elle est négative. Et le cosinus phi est positif. Donc phi appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc on peut écrire que phi est égal à moins arctangente oméga sur oméga 0. Lorsqu'oméga, d'après l'expression de la tangente phi, où la tangente phi est égale à moins oméga sur oméga 0, lorsqu'oméga tend vers 0, où la tangente phi tend vers 0, et le phi tend vers 0. Lorsqu'oméga tend vers l'infini, où la tangente phi tend vers moins l'infini, donc phi tend vers moins pi sur 2. Donc on obtient, lorsqu'oméga est égal à oméga 0, on a tangente phi est égal à moins 1 et phi tend est égal à moins pi sur 4. Donc on obtient donc là
la représentation de la phase en fonction de log oméga sur oméga 0 qui est représentée dans la figure. La troisième question, on cherche à améliorer ce circuit en utilisant un amplificateur opérationnel. La première question, 3, c'est rappeler l'hypothèse d'un amplificateur opérationnel idéal. Comme on a vu dans les premiers exercices, un amplificateur opérationnel idéal, si les courants de polarisation sont nuls, ça veut dire que l'impédance d'entrée est infinie. Le courant de polarisation nul, ça veut dire I plus est égal à I moins est égal à 0. Et la résistance de sortie est nulle. Et le gain différentiel statique à D est infini. La deuxième question. Qu'appelle-t-on un régime linéaire de l'amplificateur opérationnel? Un amplificateur opérationnel fonctionne au régime linéaire si on a la relation S est égale mu0 fois I, avec UC, c'est la tension différentielle de l'entrée qui est égale à V plus moins V moins. Donc c'est la différence de potentiel entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. La question 3c. Quelle est la conséquence du caractère idéal sur le régime linéaire de l'amplificateur opérationnel? Dans la suite, on se placera dans ces conditions. Ça veut dire un amplificateur opérationnel idéal et fonction en régime linéaire. D'après la relation qui existe entre la sortie et l'entrée de l'amplificateur opérationnel, on a S est égal à C mu0 fois I, puisque mu0 tend vers l'infini, et S ne peut pas prendre une valeur infinie, donc on déduit que E tend vers 0. Donc, si on a un amplificateur opérationnel idéal et fonction en régime linéaire, on a V plus moins V moins est égal à 0. Ça veut dire que V plus est égal à V moins. La troisième question, la question 3D, déterminer la fonction de transfert de montage suivant. On rappelle que l'amplificateur opérationnel, fonction en régime linéaire, est idéal et fonction en régime linéaire. La fonction de transfert est égale à H qui est égal à S sur E. Pour cela, on va appliquer, pour trouver la fonction de transfert, on va appliquer le théorème de Millman à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Donc en écrivant V- en notation complexe est égal à E sur R plus S sur Z divisé par 1 sur R plus 1 sur Z. Avec Z, c'est l'impédance équivalente de l'association de R et C en parallèle. Dans le théorème de Millman, on n'a pas ajouté I-, car il est égal à 0, car on a l'amplificateur opérationnel idéal. L'impédance Z est égale à R sur 1 plus GR C oméga. Puisqu'on a l'amplificateur opérationnel est idéal, donc on a V plus est égal à V- est égal à V-.
avec, on a l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse est liée à la masse, donc on a V plus est égal 0. Donc V moins aussi est égal à 0. Donc on déduit la fonction de transfert H qui est égal, c'est moins 1 sur 1 plus GRC oméga. La question 3e, comparer le diagramme de vote de ce filtre avec le précédent. Dans ce cas, on a le même comportement que le précédent, avec dans le cas de l'amplificateur opérationnel, on a H0 est égal à moins 1 et oméga 0 est égal à 1 sur RC. On a donc une fréquence de coupure plus basse et le gain est plus grand. Et pour le déphasage, dans le cas de l'amplificateur opérationnel, on a le déphasage est égal à P moins arc tangente oméga sur oméga 0. Dans le filtre précédent, on a le déphasage est égal à moins arc tangente oméga sur oméga 0. L'intérêt de ce montage amplificateur opérationnel est l'indépendance du comportement par rapport à la charge R'. Pour l'exercice numéro 6, on considère un filtre de Wien constitué d'un pont diviseur de tension dont les deux impédances sont d'une part l'association en série d'une résistance R et d'une capacité C et d'autre part de l'association en parallèle de même élément. La tension de sortie est prélevée au bord de l'association en parallèle de R et C. La première question, on alimente le filtre par une tension sinusoïdale E qui est égale à E cosinus oméga t. La question c'est établir la fonction de transfert de ce filtre et le mettre sous la forme et la mettre sous la forme H est égal à sur 1 plus GQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et on donnera les valeurs de A et Q et oméga 0 en fonction de R et C. Ce filtre est représenté dans le schéma en bas. On a R et C sont en parallèle, donc l'impédance équivalente c'est Z est égal à R sur 1 plus GRC oméga. Donc, si deux dipôles qui sont en parallèle sont en série avec la résistance R et l'autre capacité C, donc en utilisant un point diviseur de tension, on obtient facilement la fonction de transfert H qui est égal à S sur E qui est égal à GRC oméga sur 1 plus 3 GRC oméga moins R carré C carré oméga carré. Par identification à l'expression demandée dans la question 1, on déduit que A est égal à CQ est égal à 1 sur 3 et oméga 0 est égal à 1 sur RC. La deuxième question, déterminer les expressions asymptotiques du gain.
On a d'après l'expression précédente de H, lorsqu'oméga tend vers 0, on a H, c'est presque égal G oméga sur oméga 0. Donc, de ce cas, le gain décibel qui est égal 20 log de module de H qui est égal 20 log oméga sur oméga 0. Lorsqu'oméga tend vers l'infini, on a CH, c'est presque égal à moins G oméga 0 sur oméga. Dans ce cas, le gain en décibels est égal, c'est moins 20 log oméga sur oméga 0. Donc ce sont les deux asymptotes de gain en décibels lorsque oméga tend vers 0 et oméga tend vers l'infini. Lorsqu'oméga tend vers 0, on utilise l'expression de H trouvée en haut. Lorsqu'oméga tend vers l'infini, on utilise l'expression de H demandée dans l'exercice. La troisième question, exprimer le diphasage et donner ses valeurs asymptotiques. En utilisant la même démarche utilisée dans les autres exercices, on a la phase est égale c'est moins largement de H. Donc on trouve que la phase, que phi appartient à l'intervalle moins pi sur 2. Donc on trouve que la phase est égale c'est moins arc tangente Q, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. On a pour oméga tend vers 0, la phase tend vers pi sur 2, et lorsqu'oméga tend vers l'infini, on a la phase tend vers moins pi sur 2. La quatrième question, déduire le diagramme de Brode de ce filtre. Lorsqu'on dit le diagramme de Brode, ça veut dire qu'on a deux diagrammes de Brode en gain et le diagramme de Brode en phase. Pour le gain, on a le module de H est égal c'est A sur racine de 1 plus Q carré fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré. Donc, pour étudier le gain, on pose la fonction f oméga qui est égale à 1 plus Q carré oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. D'après l'expression du gain, on constate que la fonction f est minimale lorsque oméga est égal à oméga 0. Ça veut dire que le gain présente une valeur maximale lorsque oméga est égal à oméga 0. Lorsqu'oméga est inférieur à oméga 0, on a f est décroissante, donc le gain est croissant, est une fonction croissante. Lorsqu'oméga supérieur à oméga 0, on a la fonction f est croissante et le gain est décroissant. Donc le gain présente un maximum lors oméga est égal à oméga 0, ça veut dire on a un phénomène de résonance lorsqu'oméga est égal à oméga 0. Pour le gain en décibels, est égal c'est 20 log module de H qui est égal à 20 log A moins 20 log racine de 1 plus Q carré oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré. Et d'après l'expression précédente, on obtient la graphe qui représente le gain en décibels
en fonction de log oméga sur oméga 0. C'est le gramme de Bode en gain, représenté en dessous. Pour le diagramme de Bode en phase, on va faire la même chose. On a le phase est égal à moins argument H qui est égal à moins argument A. C'est argument de A moins argument de 1 plus G oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Avec, d'après la question précédente, on a la phase est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On a A est positif, donc argument de A est nul. Donc la phase est égale à moins argument 1 plus G oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. En étudiant la fonction G oméga est égal à oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, on déduit du diagramme de Bode en phase représenté dans la figure à droite. Lorsqu'oméga tend vers 0, on a la phase tend vers moins pi sur 2, tend vers pi sur 2. Lorsque la phase tend vers plus, lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, on a la phase tend vers moins pi sur 2. La cinquième question, établir l'équation différentielle vérifiée par le système lorsqu'on l'alimente par une tension quelconque. Pour répondre à cette question, on va faire la même chose qu'on a fait dans le cours du filtre linéaire. On va utiliser le passage de l'équation différentielle, le passage de la fonction de transfert à l'équation différentielle. On utilise l'équivalence G oméga qui est équivalent à d sur dt. Donc on obtient l'équation différentielle qui s'écrit sous la forme Q d carré la dérivée seconde de s par rapport à dt plus oméga 0 la dérivée de s par rapport à dt plus que oméga 0 carré s est égal à oméga 0 dE sur dt. La question 6. On couple ce filtre à un amplificateur opérationnel parfait. On suppose que l'amplificateur opérationnel fonctionne au régime linéaire. La question c'est, qu'appelle-t-on un amplificateur opérationnel parfait ou idéal? À quoi correspond l'hypothèse de fonctionnement linéaire de l'amplificateur opérationnel? Un amplificateur opérationnel est idéal si le courant de polarisation I plus et I- sont nuls et la résistance de sortie est nulle et le gain différentiel AD est infini. Pour un amplificateur opérationnel qui fonctionne en régime linéaire, on a la relation S est égale μ0 fois E, avec E c'est la tension différentielle de l'entrée qui est égale à la différence entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse. E est égal à V plus moins V moins. La septième question, établir la relation entre le potentiel de l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel et la tension E en fonction de R1 et R2. Puisqu'on a l'amplificateur opérationnel idéal, donc on va utiliser le pont diviseur de tension, donc on obtient que V- est égal à R1 sur R1 plus sur 2 fois E. La question 8. On déduire l'équation différentielle vérifiée par S.
On a l'amplificateur opérationnel idéal et fonction en origine linéaire. Donc on a E est égal à 0. Ça veut dire V plus est égal à V moins. Et on a l'entrée inverseuse est liée à la sortie par un fil. Donc on a V moins est égal à S. Donc d'après la question, l'équation différentielle obtenue dans la question 5 et l'expression de V moins obtenue dans la question 7, on obtient l'équation différentielle en dessous. La question 9, à quelles conditions la solution de cette équation est-elle purement sinusoïdale? On a une solution purement sinusoïdale si on a le terme en ds sur dt est nul. Ça veut dire que 1 moins a fois 1 plus R2 sur R1 est égal à 0. Ça veut dire lorsque on a une solution purement sinusoïdale, lorsque A est égal à R1 sur R1 plus R2. La dernière question, que se passe-t-il si 1 moins Q, 1 plus R2 sur R1 est inférieur à 0? On précisera notamment le mode de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel de ces conditions. Lorsque 1 moins A plus fois 1 plus R2 sur R1 est négatif, on a les coefficients de l'équation différentielle n'ont pas le même signe, donc on aura un système instable. Donc on a S va tendre vers l'infini et il y aura phénomène de saturation de l'amplificateur opérationnel.